Cette émission est une présentation du Centre de jardinage Canadian Tire. Que vous soyez novice ou passionné au pouce vert, vous trouverez une sélection de plantes qui conviennent à nos conditions climatiques. Chez Canadian Tire. Bienvenue à cette 9e émission de Secrets de jardinage. Cette semaine, Michel cultive des champignons sur des bûches, Ghislain construit un sol pour jardiner, Odette prépare ses plantes pour l'exposition agricole de Victoriaville. Odette Binette a été nommée l'horticultrice de l'année en 2013. Elle nous présente ses trucs pour présenter et préparer des plantes pour l'exposition agricole de Victoriaville. Bonjour Odette. Bonjour. Félicitations pour ton prix d'horticultrice de l'année. Merci. Qu'est-ce qu'on doit faire pour être candidate au prix de l'horticultrice de l'année? La première chose qu'il faut faire, il faut être membre de la Société d'agriculture des Bois-Francs. Et est-ce qu'on doit être agricultrice pour être membre de la Société d'agriculture? Pas du tout. Pas du tout. Donc, c'est ouvert à tous Oui. et toutes. Oui. Puis, il faut être, si tu es passionné des plantes, c'est la place où tu es fier de présenter tes plantes. OK. Donc, vous vous préparez pour en présenter cette année. Alors, dites-nous comment vous allez faire là, pour être dans les tops. Qu'est-ce que vous présentez comme plante? C'est sûr que la première des choses, on a notre feuille d'inscription. Il faut choisir qu'est-ce qu'on veut amener à l'exposition. Fait qu'on a la catégorie des plantes coupées, on a la catégorie des plantes en pot vert et on a la catégorie des plantes en pot fleuries. Il y a suspendues et fleuries et vertes. Et les légumes. Et les légumes pour pouvoir participer, pour être horticultrice de l'année. OK. Donc, au moment de s'inscrire, on coche puis on annonce nos couleurs. Oui. Donc, on dit, je vais présenter tel type de plante dans telle catégorie. Oui. Puis, c'est sûr que là, mettons, les exemples que je t'ai mis, j'ai choisi des coléus, mais toujours d'en avoir 2, 3, au cas des fois qu'il y en aurait une qui déciderait que... Elle n'est pas prête pour l'expo. C'est ça. Tu sais, là, c'est comme des petits bébés. Quand tu sors, tu es toute bien mise. Bien, la présentation de tes plantes, c'est la même affaire. Tu es fière d'eux autres. Et puis, c'est des choisis dans des beaux pots. C'est sûr que si tu arrives à l'expo avec un pot comme ça, toute sale, dans un pot vert, on perd des points. Tu perds des points. Fait que c'est sûr, je vais le nettoyer, mais je vais le mettre dans un beau pot orange. Si tu remarques, je vais nettoyer mon pot, qu'il soit tout joli. Donc, il sert plus de cache-pot que de pot de culture. Fait que si je le présente comme ça... On vient de gagner des points. On vient de gagner des points. Okay. Si on était la veille de l'expo, quelle intervention tu ferais sur ce coléus-là? Bien, moi, sur mon coléus, j'aime pas les fleurs. Fait que là, c'est sûr que je vais y enlever ces fleurs. Mais même, je pourrais le faire un petit peu avant pour pas que ça ait l'impression que ça a été fait la veille. OK. Tu sais, là. Fait que là, tu présentes ton pot comme ça. Puis là, à ce moment-là, on lui met des étiquettes. Je vais juste choisir celle-là parce qu'elle avait déjà un ruban. Fait que ça, toutes les étiquettes, c'est fourni par l'exposition agricole. C'est ça. Il arrive, toutes tes plantes sont numérotées, ils ont tout un numéro. Et puis, pour le juge, c'est plus facile pour le juger. OK. Puis si, toi, ta stratégie, ça a été de préparer 3 coléus, parce que, est-ce qu'on peut se retirer du concours? Tu annonces que tu amènes des coléus, mais là, il est vraiment pas beau. Bien, c'est sûr que chaque plante que tu amènes te coûte 2 $. OK. Fait que c'est sûr que si tu ne l'amènes pas, tu viens de perdre 2 $. OK. Fait que si tu en perds plusieurs comme ça, bien, au bout de la ligne, ça te coûte plus cher que tu es supposé, tu sais. OK. Mais on s'arrange toujours d'avoir. C'est pour ça que moi, je m'en prépare 3 pour être certain d'en avoir au moins un qui me plaît pour pouvoir ramener. OK. Fait qu'on continue. Présente-nous. Regarde, j'ai aussi, regarde, j'ai deux géraniums. Tu dois être déjà là. Lui, je l'ai mis tout de suite dans un pot, il continue. Mais regarde, tu vois, là, ses feuilles. Tu sais, là, OK, il reste encore quelques semaines.
peut-être qu'il va prendre de l'ampleur, qu'il va venir plus gros. Mais j'en ai un autre, beaucoup plus joli. OK. Et lui, il va rester juste à y trouver son pot pour pouvoir le mettre dedans, comme ça. Mais mon géranium est placé dans la catégorie des fleurs, des pots, Fleurs en pot. des fleurs en pot, mais fleuries. Mais si mon géranium n'a pas de fleurs, il perd des points. OK. Je vais peut-être avoir un prix pour, mais j'aurai peut-être pas le premier ni le deuxième. Je vais peut-être tomber à 4 ou à 5 parce que tout dépendant les autres, qu'est-ce qu'ils vont avoir. Fait que c'est ça aussi, il faut vraiment profiter, être certain que ce que tu amènes soit vraiment top shape. OK. Dans les légumes, ben, j'ai choisi, moi, d'emmener des fines herbes. Fait qu'ici, tu as la gastache, du basilic et de la mélisse. Mais je les ai mis dans des pots pareils pour qu'ils puissent prendre la même grosseur. Puis je vais essayer de les tailler pour les garder. Mais j'amène pas ça à l'expo dans un pot comme ça, là. OK. Je vais le transférer dans un beau pot OK. pour qu'ils puissent... Puis j'ai vu que, bon, il y a des fines herbes que les feuilles sont pas belles, là. Est-ce que tu les enlèves maintenant ou tu vas les enlever la veille de l'expo? Non, j'ai dorlote jusqu'à la fin. C'est pour que vraiment, là, qu'ils soient vraiment belles. Si tu attends à la dernière minute, bien, si tu enlèves des feuilles, tu as des trous. Fait que tu n'es pas vraiment fier de ta plante. Il faut vraiment là, que ça soit intact. OK. Puis il y a quelque chose de spécial avec le ficus. Pour qu'il soit présentable à l'expo, il demande plusieurs interventions. C'est ça. Si on voit celui-là, j'ai des branches qui sont secs. Fait que c'est sûr que je vais y faire une taille. Fait que je vais peut-être avoir l'air plus là, mais j'ai sûr que je n'amène pas des branches secs à l'expo. OK. Il faut qu'ils soient vraiment très, très, très... Bien, tu es fier de tes plantes, puis tu sais, si tu arrives là, mais pour moi, c'est un manque. Tu sais, là, OK. c'est vraiment plus intéressant quand tu es fier de tes plantes, fait qu'il faut que ce soit vraiment belle. OK. Puis si on veut qu'il pousse égal, il faut aussi le tourner régulièrement. Oui, c'est ça. C'est parce qu'il a manqué un manque de lumière. OK. Mais il a le temps de se rattraper. OK. On voit que c'est beaucoup de petits détails, donc ça prend beaucoup d'amour. Oui. Parce que l'effet, tu as fait ta sélection, les plantes que tu as choisi à emmener, mais au moins ceux-là, tu vas les dorloter plus que les autres, mais pour être certain d'avoir des belles plantes. Fait que c'est sûr, l'effet qu'en étant été l'horticultrice de l'année, si cette année, l'année prochaine, je ne pourrais pas l'être, mais par contre, je veux quand même avoir des premiers prix. OK, oui, c'est ça, là. Oui. Parle-nous de la journée du jugement. Est-ce que tu peux y assister? Est-ce que tu peux, comme personne qui présente des plantes, peux-tu être présente quand ils sont en train de juger tes plantes? Non, on n'a pas le droit d'être présent quand ils jugent, mais par contre, les juges restent là. Puis ils savent que vers 11 heures que c'est fini, les juges, ils restent là. Et puis, si toi, tu as des questions, c'est à ce moment-là que tu les poses aux juges. Donc, ils sont très ouverts à dire, bon, je t'ai mis un deuxième prix parce qu'il y avait telle faute là, sur la plante que tu présentais. Oui, c'est ça. Et puis aussi, quand la catégorie des fleurs coupées, on sait que des fleurs coupées, tu ne peux pas les couper bien d'avance. Il faut vraiment... Puis, faut-il apporter tes plantes le mardi après-midi. Fait que ta plante coupée, là, tu la coupes soit le matin de bonne heure. Tu peux pas la couper à midi, là, parce que tu sais que le soleil est trop fort, puis ta plante, elle va dépérir. Mais il faut qu'elle ne soit pas trop verte, parce que tu sais qu'elle va te juger juste le lendemain. OK. Fait qu'il y a ça aussi. Puis toujours mettre tes feuilles, tes fleurs, mais mettre un peu de feuillage, montrer que, tu sais, pas mettre 3 cotons de fleurs dans ton pot. OK. Alors, quelqu'un qui voudrait se présenter à la prochaine exposition agricole, à qui on s'adresse? Comment on peut obtenir plus d'informations? On sait qu'on peut aller sur le site de la Société d'agriculture et puis il y a un onglet où on peut s'inscrire qui parle de l'exposition, puis toutes les informations sont là. Puis on a tous les règlements, puis tous les critères d'évaluation. Oui, les fiches d'inscription, tout. Bon, merci beaucoup Odette, bonne chance! Bien, merci! Aujourd'hui, nous suivons l'expérimentation de la culture d'un champignon, le pleurote, avec Michel Pellerin. Bonjour, Monsieur Pellerin. Bonjour. Bonjour. Alors, d'où vous est venue l'idée de vous lancer dans la culture sur bûche? Ah, ça fait longtemps que ça pique ma curiosité. Puis cette année, durant le printemps, très tôt ce printemps, je suis allé dans une exposition horticole à Princeville.
Puis j'ai rencontré un vendeur qui vendait des semences pour faire des champignons, la pleurote, sur bûche. Ça fait que j'en ai acheté, puis j'ai décidé de faire l'expérience. Alors, parlez-nous, là, il y a beaucoup de détails techniques là, à maîtriser. D'abord, vos bûches sont verticales. Les bûches sont verticales, oui, ce sont des bûches de bois franc. OK. Verticales pour éviter que la contamination par des champignons sauvages soit trop rapide. OK. Pour commencer par le début, ce sont des bûches de bois franc fraîches, c'est-à-dire qui n'ont pas séjourné au sol, qui ont été coupées durant l'hiver, donc qui n'ont pas été contaminées par des champignons sauvages. OK? Que vous avez ancré au sol Que j'ai d'abord à l'intérieur, dans le sous-sol, j'ai percé des trous, environ 4 pouces de distance, verticale puis horizontale, OK? Dans lequel j'ai inséré des goujons de bois qui servent, des goujons de bois qui m'ont été envoyés, que j'ai achetés, si on veut, là, inoculés par des spores de champignons. Ça ne donnait pas cette apparence-là, c'était une texture un peu blanc, laiteux, farineux. Vous avez introduit votre goujon dans vos... Les goujons ont été introduits avec un maillet de bois. Ensuite, le bout de la bûche a été scellé avec de la cire d'abeille. Ça aurait pu être de la paraffine. Puis, tous les trous ont été scellés aussi, pour une raison bien simple, c'est que c'est pour éviter que les bûches soient contaminées par d'autres champignons que ceux que moi je veux produire. C'est un peu pour ça que vous les avez choisi de les mettre à la verticale, parce que couché, à ce moment-là, le phénomène de putréfaction, là, de décomposition du bois par les champignons, bien, va être beaucoup plus rapide. Techniquement, je devrais avoir une durée de vie de production de 3 ans pour les grosses bûches, puis 2 ans pour les bûches plus petites. Là-dedans, les bûches sont enfouies dans le sol sur une distance d'environ 4 pouces. En dessous, j'ai percé, puis j'ai inséré une tige d'acier qui permet d'avoir une tige d'armature de béton, si on veut, qui me permet de garder mes bûches verticales sans être obligé de les enfoncer de 2 pieds. Là, on est au printemps, au mois de juin. À quel moment de l'année vous pensez récolter vos premiers pleurotes? Selon le mode d'emploi, parce que c'est ma première expérience là-dedans. Ça devrait être à l'automne que je vais commencer à produire. Mais après ça, ça devrait produire pendant 3 ans. OK? Pour les plus grosses bûches, puis 2 ans pour les plus petites. Mais je ne peux pas donner de garantie encore. C'est la première fois que je fais l'expérience. Mais je trouve ça super intéressant. Puis en plus, ça fait original dans un potager. Vous voulez faire votre premier potager et vous vous demandez si vous avez du sol propice à la culture de légumes. Avec Ghislain Jutras, enseignant en agriculture biologique au Cégep de Victoriaville, nous construisons un sol. Bonjour Ghislain. Bonjour Guylaine. Quels sont les éléments d'un bon sol? En fait, ce qu'il faut comprendre, mettons qu'on fait de la cuisine après-midi, on a besoin de 4 ingrédients pour construire un sol. Donc, c'est bien simple. Vous connaissez tous ces ingrédients-là. Vous pouvez les trouver chez vous. Premièrement, ça prend nécessairement de la matière solide. OK? Donc, notre premier des 4 ingrédients, de la roche broyée, finalement, la partie minérale. Dans le solide, on a aussi un autre ingrédient. Deuxième ingrédient dans le solide, c'est la matière organique. Et nos 2 derniers ingrédients sur 4, nécessairement, ça nous prend de l'eau et de l'air. Et tout ça est important pour la plante. Donc maintenant, quand on fait une recette, ça prend des ingrédients, mais il faut savoir aussi les proportions. Oui. Alors, dans un bon sol, si je construis un sol dans mon pot maçon ici, ce que je veux avoir dans mon sol, c'est la moitié, 50% du volume. Je veux que ça soit du sol, de la matière solide. En fait, le sol, c'est tout mélangé. Moi, je veux un 50% de mon volume en matière solide. Donc, la matière minérale, c'est elle qui constitue la majeure partie de la fraction solide. Et on ajoute à peu près, dans un bon sol, à peu près un 5% de matière organique.
Voilà. Donc ici, on a notre 5 % en volume de matière organique. Maintenant, pour compléter le tout, ça nous prend de l'air et de l'eau. Donc à peu près la moitié du vide qui reste, ça peut être de l'eau. Et puis l'autre partie, c'est de l'air parce que les racines n'ont pas juste besoin d'eau et de bouffe, ils ont besoin d'air. Fait que si je mélange tout ça ensemble, et voilà, j'ai construit un sol. Est-ce que tu as le goût de cultiver là-dedans, toi, Guylaine? Je crois que mes plantes vont souffrir d'asphyxie. Bon, là, il manque quelque chose. Hein? On voit que tout l'air est en haut, puis il n'y a pas d'air dans le bas. Fait que finalement, c'est pas si simple que ça, construire un sol. La nature, finalement, fait mieux que toi. fait mieux que moi. Et je vais vous montrer ce que la nature a fait. J'en ai amené un ici. Voilà un bel exemple. Hein? Dans cette belle motte ici, on voit que on a des particules solides. On voit aussi qu'il y a des trous, hein, au travers. Donc, les trous au travers, ça, c'est notre air. Puis, on sent que le sol est humide. C'est l'eau qu'il y a dans le sol. Donc, finalement, c'est quoi la différence? C'est les mêmes ingrédients que je retrouve ici, que je retrouve là-dedans. En fait, la grosse différence, c'est qu'ici, on a structuré notre sol. Alors, en fait, tout le monde a déjà entendu qu'il existe des sols sableux, puis à l'autre extrême, des sols argileux. C'est des termes qu'on est habitués, ou glaiseux. En fait, qu'est-ce qui change entre ces sols-là? C'est quoi qui fait leur différence? Pourquoi qu'il y en a que c'est des sables, puis d'autres c'est des argiles? En fait, dans ma recette, hein, bon, j'avais de l'eau, j'avais de l'air, j'avais de la matière organique. Et mon premier ingrédient, c'était du sol. En fait, du sol, excusez-moi, Minéral. des particules minérales. OK? Dans les particules minérales, il y a différentes grosseurs de particules. Les plus fines, OK? Plus petits que 2 micromètres, c'est très petit. Ça, c'est de l'argile, les plus petits. À l'autre extrême, OK, on a les plus grosses particules, avant d'être des cailloux, c'est du sable. Du sable, là, ça va de 50 microns à 2 mm. Puis tout ce qui reste entre les deux, donc entre 2 micromètres et 50 micromètres, c'est ce qu'on appelle du limon. Donc, je récapitule, les plus petites particules de l'argile, les moyennes du limon et les plus grosses du sable. Pour vous donner une idée des proportions, j'ai amené ici, à l'échelle, les 3 types de particules. Fait qu'on va se déplacer pour voir ça. Donc, ici, si je prends cette particule-là qui a à peu près 1 mm de grosseur, OK, dans mon histoire, ça représente l'argile, les plus petites particules. Donc, tout ce qui est plus petit que ça, en fait, pas en réalité, là, mais dans mon exemple, tout ce qui est plus petit que ça en proportion, c'est de l'argile. À l'autre extrême, à 2 mm, entre 50 micromètres et 2 mm, on a des sables. Donc, la roche ici, que vous voyez ici, OK, ça représente un grain de sable par rapport à un grain d'argile. OK? Quand vous avez un sol sableux, imaginez à l'échelle microscopique que toutes les particules ont cette grosseur-là. À l'autre extrême, un sol argileux, toutes les particules sont grosses comme ça. On a dit qu'il y avait une autre catégorie de particules qui était les limons, donc ce qui est entre l'argile et le sable. Donc, ça représente ici, donc, entre 2 micromètres et 50 micromètres à l'échelle, on a notre grain de limon. Donc, on a notre grain d'argile, notre grain de limon et notre grain de sable. Tout dépendant de la proportion de chacune de ces tailles de particules-là, c'est ça qui va déterminer si on a un sol qui est plus sableux, plus argileux, plus limoneux. Mais dans les faits, c'est un mélange de tout ça. Ce n'est que les proportions qui changent. Donc, la question à savoir, lequel mélange de particules est le meilleur? En fait, on peut voir la question de différents angles.
c'est sûr qu'en maraîchage, nous, dans le métier, on apprécie bien ce qu'on appelle les lomes sableux. Donc ça, c'est quoi ce que ça mange en hiver, c'est un laume sableux? Ça a de 50 à 70 de particules de sable et de 0 à 20 d'argile. Et la balance, ben, c'est le limon entre les deux. Je pense que tu as des trucs pour nous aider par des manipulations à déterminer si on a un sable plutôt limoneux ou plutôt sableux. Oui. En fait, j'ai amené dans mes autres... dans mes petits sacs ici. Bon, vous avez tous déjà joué dans un carré de sable quand vous étiez jeune ou bien été à la plage. Hein? Donc, lorsqu'on frotte entre les doigts les grains de sable, on sent l'abrasion. Donc, c'est facile de savoir qu'est-ce qu'un sable. Et des fois, ça peut être un peu plus gros. Comme je vous dis, ça peut aller jusqu'à 2 mm. En fait, qu'est-ce qui se passe en haut de 2 mm? Là? On appelle ça des cailloux. OK? C'est pas du sol, proprement dit. Ici, j'ai amené un autre... j'ai amené les particules moyennes, donc c'est-à-dire les particules de limon. Donc, lorsque le limon est humide, on sent un effet savonneux. OK? Et lorsqu'il est plutôt sec, on sent un effet plus farineux. OK. Donc ça, c'est ça, c'est le limon. Et l'argile, j'en ai pas ici sur le site, mais tout le monde connaît de la glaise. Hein? Donc c'est un matériel qui est très collant lorsqu'il est humide et lorsqu'il est sec, très, très dur. Alors, vous allez peut-être me demander, Ghislain, qu'est-ce que je fais si j'ai pas un laume sableux, si j'ai pas la bonne proportion de chaque ingrédient? Bon, c'est sûr qu'on peut se faire venir des camions de sable, d'argile, puis de limon, puis mélanger tout ça dans les bonnes proportions, mais ça commence à être un peu compliqué, puis ça pourrait peut-être être coûteux. En tout cas, nous, à grande échelle, on ne peut pas se payer ça. Donc, on va plutôt travailler sur un autre ingrédient. Alors, c'est sûr que Dame Nature vous a donné un sol avec un mélange X de différentes particules qui fait que c'est peut-être un laume argileux ou bien un laume sableux ou bien un sable limoneux. En fait, il y a 13 différentes catégories de sol. Donc, moi, je vous en ai nommé une sur les 13, qui était le laume sableux, qu'on aime bien. Mais qu'est-ce qu'on fait avec les 12 autres? En fait, dans tous les cas, on peut travailler sur un des ingrédients qu'on a vu tout à l'heure pour bien vivre avec son sol. Alors, tantôt, j'ai parlé qu'il y avait des particules minérales, il y avait de l'eau, il y avait de l'air et il y avait de la matière organique. Donc ici, notre matière organique... Elle est composée de quoi, là, concrètement? Là? La matière organique, finalement, si on reprend la motte ici, là, hein, c'est des années et des années de végétation qui ont poussé hein, sous le sol avec les racines et la partie aérienne qui, une fois morte, retourne dans le sol. Et ça l'enrichit, le sol. La matière organique, donc, si je compare à la matière minérale, c'est de la roche broyée. La matière organique, c'est de la matière vivante décomposée ou vivante, parce qu'il peut y avoir des petits animaux dans notre... sûrement des vers de terre en quelque part qu'on peut trouver. Donc tout ça, c'est de la matière organique, vivante ou morte. Donc si j'avais quelque chose finalement à dire comme message, c'est peu importe le sol que vous avez, utilisez des pratiques qui vont permettre d'améliorer la matière organique dans le sol. Puis, comme tu les nommais tout à l'heure, Guylaine, on parle d'ajouter du compost dans le sol. On parle de retourner nos résidus de culture dans le sol. Et aussi, on peut faire des engrais verts. Ça, des engrais verts, c'est encore mieux. En fait, tout ce qu'on a dit, c'est bon, mais il y a une coche de plus, comme on pourrait dire, avec les engrais verts, parce que ça fait des racines. Un engrais vert, ça veut dire que vous pourriez laisser dans votre jardin 30 ou 40 de la surface qui ne sera pas cultivée pendant un an. Et au lieu de mettre des légumes, vous allez mettre, par exemple, de l'avoine, vous allez mettre du seigle, des pois, du trèfle, différentes plantes qui vont être retournées dans le sol. C'est ce qu'on appelle un engrais vert.
Et ça a deux effets, donc de structurer le sol avec les racines. Puis une fois que c'est mort, ça amène de la matière organique dans le sol de par le feuillage et les racines qui meurent. Donc, les gens qui auraient des questions sur les sols, as-tu une référence à leur conseiller? Oui, pour en savoir plus et pousser, si je vous ai finalement éveillé un peu à tout ça, le très bon livre ici qui s'appelle « Les profils de sol agronomiques », écrit par Anne Veil, qui est finalement un résumé de ce qu'il faut savoir pour bien évaluer autant la texture, comme je le montrais tout à l'heure, à faire des rubans, on peut aller plus loin avec les exemples qu'il y a dans le livre. Et on peut comprendre aussi, outre la texture, on peut comprendre comment créer une bonne structure dans le même livre. Donc, Ghislain Jutra, merci beaucoup. Ça me fait plaisir, Glenn. Si vous décidez de vous lancer dans la culture des champignons sur bûche, Michel vous fait la recommandation de ne pas utiliser de cire trop chaude pour sceller vos goujons. La semaine prochaine, les plantes indigènes dans nos jardins. Cette émission était une présentation du centre de jardinage Canadian Tire, où vous trouverez les outils pour transformer votre cour et votre jardin. Gants, équipements de protection, matériel à moteur pour les projets, paillis, accessoires pour embellir votre cour.